Salut mes pirates, c'est le Captain Crochet. Boum pour une nouvelle discussion Hall of Fame, tu l'as bien compris. Et oui, aujourd'hui on parle de des mains de pierre, Roberto Duran. Mais vous le savez très certainement, Roberto Duran est pour le Captain le GOAT. Et cette discussion est dans mon esprit depuis un certain moment. On le revit ensemble. Vous êtes prêts? Le numéro 1 du Captain. Attention. Boom! I am done. Le numéro 1 du Captain. Roberto Duran est le numéro 1 du Captain. Eh oui. Eh oui, c'est le numéro 1, bien sûr, depuis cette fameuse vidéo de mon top 10 all-time, qui n'a pas trop changé d'ailleurs. Et le numéro 1, il n'est pas prêt de changer, Roberto Duran, voilà. Mais quand on parle de ce monument, de cette légende, avec un grand L, on ne peut pas faire une discussion Hall of Fame linéaire, simple, totale, c'est impossible. Il y a trop de chapitres dans la carrière de Roberto Duran. Et finalement, il y a un chapitre qui est peut-être le plus fou en soi, qui est un chapitre qui sort des sentiers battus, et qui sort, je te dirais, des images et des idées préconçues. Ce chapitre, qui est peut-être le plus important chez Roberto Duran, c'est tout ce qui intervient juste après ceci. Eh oui, le nomas. Le nomas qui est et qui a longtemps été le moment de l'infamie en boxe. Un scandale absolu. Et Roberto Duran est quand même resté une légende. Alors pourquoi est-il resté une légende? Qu'a-t-il fait pour rester une légende? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et bien sûr, on va le voir avec mon sociétaire de la piraterie de la boxe dans les discussions Hall of Fame, le meilleur blog de France, s'il en est, 130livres.com. Mes amis, c'est Antoine. Salut Antoine. Salut Captain, salut les pirates. Vivement qu'on parle de boxe ces jours-ci, de vraie boxe. Et je pense que ça, c'est le sujet dont il faut parler pour oublier une actualité parfois un peu consternante. Je ne reviendrai pas dessus. Tout à fait. Nous sommes l'antidote. On va se faire du bien. On vous fait du bien. On parle du GOAT. On parle de Roberto Duran. On parle donc de la grande histoire de boxe. L'historien se doit d'être avec nous. Vincent l'historien est avec nous, évidemment. Salut Captain, salut Antoine, salut à tous les pirates. Eh ben oui, forcément, on peut pas. Là, on parle de la grande histoire, comme tu le dis. Et comme le dit Antoine, ça va nous changer un petit peu et c'est pas plus mal. Ouais, c'est très intéressant finalement. Bon, j'avais pas forcément pensé à coller à l'actualité ou pas justement, mais c'est vrai que c'est aussi au-delà de Roberto Duran. À travers lui, c'est aussi l'histoire de comment la boxe, cette culture, cet art, arrive à survivre dans des moments extrêmement difficiles. Et donc je tiens à la redire et je retiens à remettre cette image qui peut-être vous fait mal au cœur, messieurs, cette image du nomas, puisque comment à la fois Roberto Duran et la boxe peut sortir du nomas. Et c'est ça notre point de discussion aujourd'hui avec Vincent et avec Antoine. Comment Roberto continue malgré l'infamie et comment il va la vivre, comment il va l'affronter, comment il va la vaincre finalement, dans un chemin qui n'est pas aussi linéaire qu'on le croit. On l'a certainement, enfin, beaucoup d'entre nous l'ont oublié. Voilà, alors Antoine et Vincent, avant qu'on commence les plus belles hostilités de la discussion Hall of Fame, quand je vous ai proposé cette idée, est-ce que il y a justement, est-ce qu'il y a des évocations, qu'est-ce qui est venu dans votre esprit? On commence avec toi, Antoine. Parler de cette période, ça veut dire utiliser ta DeLorean, Captain, parce que aujourd'hui, on connaît la fin de l'histoire. Voilà. Les fans de boxe de 2021, ils ont bossé leur histoire, ils sont allés chercher les combats, ils connaissent finalement la façon dont ça a commencé, la façon dont ça a fini. Mais il faut arriver à se représenter ce qu'il en était dans l'esprit de la planète boxe après le deuxième combat contre Léonard. C'est-à-dire que
il s'agissait pas de rédemption, il était au fond du trou. Il était vraiment au fond du trou. Et c'est quelque chose une disgrâce certains fans en parlent encore aujourd'hui, en particulier des fans américains qui n'aiment pas beaucoup pour leur orgueil national, entre guillemets, que Duran soit venu un peu chambouler les valeurs à l'époque, et en particulier battre Léonard. Ben, ils n'hésitent pas encore à en rajouter. Il faut encore référence au Nomas, preuve que c'est très ancré. Et à l'époque, c'était quelque chose de complètement fou. Il faut imaginer le visage de la boxe, ce que Duran avait réussi à devenir, en dépit d'un contexte qui n'était pas favorable. Duran était devenu le visage de la boxe. Ali était sur le déclin, Léonard était l'enfant chéri du public, et Duran lui a volé la vedette. Et il faut imaginer, moi j'aime bien prendre cette image, imaginez le type, j'allais dire, le gars qui fait le roi de la soirée, il arrive en boîte de nuit, c'est le roi du Macumba, il aligne les bouteilles de champagne, il paye tout, il danse sur les plots pendant toute la soirée, il aligne, il chope gonzesse sur gonzesse, il respecte absolument personne, parce que Duran ne respectait personne. Et puis à la fin, quelqu'un lui présente la note et lui dit monsieur, ça vous fera 10 000 euros. Et là, le gars, il gère en café basket. C'est-à-dire qu'il n'assume pas, il ne fait pas la vaisselle, il ne vend pas le plan, le crédit qu'il avait souscrit pour les études de ses gosses, ce que ferait n'importe quel homme responsable. Non, non, il gère le truc en café basket. Il n'accepte pas de payer l'addition. Contre Léonard, il commence à prendre sa rouste. Et assez piteusement, alors qu'il n'est pas blessé, alors qu'il n'est pas coupé, alors que finalement il peut tout à fait prendre sa punition en serrant les dents, etc. Il ne l'accepte pas, il manque de respect à son sport. Et ça, c'est quelque chose qui, à l'époque, a été extrêmement prégnant. Il aurait très bien pu ne pas s'en remettre. Et comprendre Duran, c'est comprendre qu'il est tombé très bas. Et les pirates, vous qui avez tous appris cette histoire-là, en compulsant, en faisant vos devoirs, en allant chercher ça sur Internet, en étant... on n'imagine pas, vu d'aujourd'hui, l'infamie dont il s'est couvert, véritablement, parce qu'on connaît déjà la suite. Replongez-vous là-dedans, faites-vous un esprit vierge de tout ce qui s'est passé après cette revanche de la Nouvelle-Orléans. Roberto Duran est un homme dont l'image est détruite. Détruite. Tu as dit tellement de bonnes choses. On va rebondir là-dessus. Toi, Vincent, même question. Quand je te propose ça, quelles sont tes évocations avant qu'on rentre dans le sujet? Ouais, mais c'est une période effectivement qui est essentielle pour la compréhension du personnage de Duran, parce que pour réaliser effectivement, toi, Captain, tu l'as rappelé en début de vidéo, tu l'as considéré comme ton GOAT. T'es pas le seul à l'avoir fait. Et, on est, je pense, la plupart à le considérer dans les 5 meilleurs de toute façon. Et c'est un truc qui, moi, pendant des années, quand je commençais à m'intéresser à la boxe, c'était pas forcément évident à comprendre, parce que je connaissais plus ou moins les grandes dates de Duran. Mais si t'as pas tout le schéma de la carrière, et si tu vois pas, à un moment donné, cette période charnière, dans quel contexte elle se situe, ce qu'il va y avoir, on va avoir l'occasion d'en reparler, les sacrifices qui sont pris de la part de Duran pour redorer son blason, tu peux pas comprendre la légende de Duran si tu ne te centres pas sur cette partie de sa carrière qui n'est pas son apogée. On est d'accord, son apogée c'était chez les légers, mais qui est, comme tu l'as dit, peut-être la période la plus folle. Du reste, pour ce qui est du combat contre Léonard, l'après Léonard, je pense que je vais rien rajouter à ce qu'a dit Antoine, puisqu'il a effectivement totalement très bien décrit la situation dans laquelle s'était mise Duran à ce moment-là, quoi. Tout à fait. Alors, on y va justement, mais on y va et je retiens à te remercier encore, Antoine, parce que tu as redit quelque chose d'essentiel pour comprendre pourquoi c'est une infamie et pourquoi c'est extrêmement mal vécu. C'est parce que, comme l'a dit Antoine, c'est le visage de la boxe qui fait ça. C'est le nom de la boxe à ce moment-là qui fait ça. Et ça, c'est extrêmement perturbant. Extrêmement perturbant. Et donc, je tiens à tout de suite rebondir sur ce que dit Antoine, parce que il faut vraiment insister, et je vais insister encore lourdement sur ça. Nous sommes avec le visage de la boxe, et à ce moment-là, il est une star. Et être une star aux États-Unis quand tu n'es pas américain, c'est une folie en soi à discerner. Je veux dire, même à comprendre ou à peser de tout son poids aujourd'hui, c'est extrêmement difficile. Tu as raison, Antoine. Quel est l'indicateur, et à chaque fois, bon, je vous gave avec ça, mais l'indicateur qui est le plus pertinent pour vous montrer ça, c'est, et j'y reviens encore, c'est Sport Illustrated. Voilà. Qui est un mastodonte de culture sportive
à cette époque-là. Surtout que Duran coïncide avec le pic de ce magazine. Le pic. Je vous rappelle que Roberto Duran a 8 couvertures de Sport Illustrated. Arthur Ashe n'en a pas autant. Ça veut dire beaucoup. Et comme je vous ai montré, donc de là, comment dire, il faut comprendre que c'est la méga star qui est au fond du trou. Et qui est en pleine disgrâce. C'est une disgrâce incroyable. Alors, l'année 80, c'est fini avec cette fameuse disgrâce. Et on est dans une époque de boxe où on boxe beaucoup. On ne le conçoit plus maintenant. Là. Maintenant, quand un boxeur boxe 2 fois par an, c'est devenu la norme. C'est pas du tout le cas à l'époque. Donc, c'est-à-dire que l'histoire continue. Elle continue rapidement. Tu vois, on va pas rester sur cette émotion, extrêmement longtemps. Donc, comment tu reviens après ça? Alors, Roberto Duran va reboxer et c'est une disgrâce, mais c'est une disgrâce qui se passe aux États-Unis. Il reboxe aux États-Unis. On est dans l'année 81 et c'est le retour. C'est le retour en juillet 81. Donc, il y a eu du temps qui s'est passé. C'est beaucoup de temps pour l'époque où il va affronter un boxeur qui a été son sparring partner par le passé, qui a un mec qui a peut-être le titre, qui est pas loin du titre NABF à l'époque. Faudrait vérifier. C'est Nino Gonzalez. Et on va parler du combat sous l'égide de Don King. Très important. Parce que on est dans une histoire où toutes les grandes figures sont là. Sous l'égide de Don King, c'est un retour. Mais c'est quand même lui, c'est la tête d'affiche de ce retour. Ça se passe à Cleveland. Et je vous ai parlé des 8 covers de Roberto Duran, mais en fait, il faut rajouter, c'est 8 covers de Roberto Duran, mais tu as aussi tous les articles qu'il y a eu au fur et à mesure de Roberto Duran. Et regardez, je vais vous montrer ce Sport Illustrated, là, qui date, si vous le voyez bien, du 17 août 81. Je l'ai récupéré. Et le 17 août 81, au Sport Illustrated, il y a quoi? Il y a un article complet sur le fameux retour. Et regardez comment c'est, tu vois, back, but still a long way to go. Avec, évidemment, regardez, Roberto Duran. C'est ça l'esprit un petit peu. Par rapport à ce retour, il est de retour, mais comment dire, le damage control est difficile à croire pour les observateurs. Qui veut commencer sur ce retour de Roberto Duran, messieurs? Vincent. Écoute, alors ça fait partie des combats que j'ai pas revus, mais dans mon souvenir, effectivement, si tu te resitues dans le contexte de l'époque, forcément c'est attendu, parce que il s'est passé le fameux Nomas. On ne sait pas où en est Duran. Enfin, si on le sait, on sait qu'il est au fond du gouffre, mais on ne sait pas s'il a vraiment cette capacité de revenir après ça. Et évidemment qu'on comprend que ce combat, c'est l'occasion de faire un retour. On se dit que même s'il l'emporte par KO quelque part, ça va pas prouver grand chose. Mais là, ce qu'il faut quand même préciser, c'est qu'il est encore monté d'une catégorie, Duran. Il vient des légers, il avait sauté 2 KT pour aller chez Walter, là maintenant il est un super Walter. Et on le voit, alors il est assez impressionnant physiquement, il est très balèze, très musculeux, mais tu sens que ça a perdu en explosivité. Effectivement, voilà, le combat, il va dominer, il va remporter la décision sur 10 rounds, dans un combat où en fait on se disait, il aurait fallu qu'ils mettent le gars KO pour vraiment commencer à nous faire un petit peu une tentative de retour. Alors, oui, tu peux toujours avoir le truc de se dire, bon, attendez, ils reviennent doucement, comme tu as cité le Sport Illustrated, Captain, la route est encore longue, mais on a quand même de sérieux doutes sur Duran. C'est-à-dire qu'on a encore monté une KT, on a l'impression que son efficacité s'est considérablement amoindrie. C'est pas du tout rassurant, en fait, ce combat. Ouais, Antoine, tout à fait. Antoine. Ouais, alors Gonzalez, effectivement, il a été sparring de Duran. C'est pas un boxeur qui a d'énormes références en super welter. Hein, il a qu'une seule défaite à son palmarès, mais il a boxé. Comme tu le dis, il s'approche du niveau NABF, mais c'est certainement pas un challenger mondial tel que tu le vois à l'époque. Ce qui est intéressant, j'allais dire, quand tu y crois, quand tu veux croire à Duran à l'époque, bon, déjà, tu veux croire à Duran à l'époque,
Il boxe à Cleveland, quoi, comme Purgatoire. Cleveland, ça se pose là, quand même. Hein. On lui fait bien savoir, malgré tout, Don King lui fait bien savoir que, bon, mon gars, tu vas devoir regagner tes galons, quoi. Bon, c'est Cleveland, quoi. Bon. Cela dit, la dynamique du combat est intéressante parce que Vincent l'a bien rappelé, Duran n'est pas impressionnant. Il n'est pas très rapide, il tape pas très fort. C'est pas génial. Il y a une sorte, on retrouve le vieux Duran un peu passé la mi-combat. Il y a 1 ou 2 rounds vers le 7e, 8e, où il fait ce qu'il faut, en gros, pour gagner la décision. Mais pour gagner la décision, c'est-à-dire qu'on ne parle pas de l'animal qui alignait les mecs les uns après les autres en poids léger. Ça a l'air fini. Et en effet, il doit vraiment s'employer, il doit vraiment faire l'effort pour battre un mec qui est objectivement à sa portée. Imaginez qu'il puisse un jour être compétitif, gagner une ceinture en super welter, voire au-delà. Quand on voit ce combat-là, il faut un petit effort d'imagination. On va se le dire très vite. Voilà, ouais, tout à fait. Mais toujours est-il que, comment dire, le pouvoir d'attraction, même dans l'ultra négatif du moment, est quand même là, parce qu'il y a ce suivi. C'est fou, moi je trouve ça fou à penser. Et ça vous donne la dimension de Duran. Mais en tout cas, on est loin de... Le travail va être, dans cette année 81, il va avoir un autre combat qui est un peu dans le même état d'esprit, qui est contre Luigi Minchillo, qui est un combat qui est complètement oublié. Je me demande s'il n'était pas champion européen ou au niveau européen, je ne sais pas. Il était champion européen. Il était quand même champion d'Europe. Donc quelque chose. Et ça se passe en septembre, fin septembre 81. Donc on est sur ces retours-là. Ça, c'est un peu la même ambiance. Voilà. Est-ce que là-dessus, Vincent, tu aurais quelque chose à dire sur ce deuxième combat encore oublié de Duran après le Nomas? Si ce n'est le fait qu'il reboxe au César Palace de Las Vegas, du coup, puisque c'est là que ça a lieu. Mais même sentiment que face à Gonzalez, c'est-à-dire que bon, alors là, on est un capot dessus, puisque alors tu vois, je savais plus que Minchillo avait été champion d'Europe pour reprendre ce qu'a dit Antoine. Ok, on se dit d'accord, il bat la décision champion d'Europe, mais comparé au Duran qu'on a connu et quand on sait qui sont les têtes de la division super welter à ce moment-là. Non, on n'est pas rassuré non plus. On se dit, on est dans le même état d'esprit, je pense, que face à Gonzalez, quoi. Voilà, et avec en fait une situation extrêmement compliquée pour Roberto Duran parce qu'il comment dire, il vit comme un king. Il a été le king, il vit comme un king et tout, en sachant que il doit retourner au charbon, mais il commence à être un peu plus isolé parce que son entourage s'est un petit peu appauvri, un petit peu. Il a mis commence à mettre des gens de côté seulement à ce moment-là. Mais ce qui est aussi hallucinant, parce que c'est génial. Moi, j'adore cette autobiographie, si on peut dire. Voilà, I Am Duran. Je ne sais pas si c'est sorti en France. Tu crois pas? Je l'ai lu en anglais. Voilà. Voilà. Donc bon, c'est Duran qui parle. Donc Duran, en fait, les gens autour de lui, enfin, ses adversaires n'ont pas droit aux excuses, mais lui, il ne fait que te dire des excuses en te disant non, mais pas d'excuses, mais il te fait toujours les listes. Tu sais, il te fait toujours les listes. Et puis, mais ce qui est génial, donc en fait, enfin, tu me diras ce que tu en penses, Antoine, mais cette autobiographie, elle est géniale parce qu'en fait, il faut la lire de deux façons. Tu la lis et aussi tu lis entre les lignes. Tu vois, pour aller au plus près. Et ce qui est génial, c'est que il dit, en fait, son état d'esprit à l'époque, là où il fait un effort, c'est qu'il continue d'aller au club, au nightclub, mais il te dit, mais je buvais plus. Tu vois, à l'époque, tu vois, en gros, je passais mes nuits au nightclub, mais franchement, je faisais un effort, je buvais plus. Tu vois mais c'est génial, tu vois. Mais en même temps, il le dit bien qu'il avait quand même besoin de ça parce que il ne savait pas comment décompresser du boulet Nomas aussi et que en fait, il valait mieux qu'il aille au nightclub et apparemment pas boire que tout ça. Donc, il est quand même encore là-dessus, alors qu'on est en 80 et qu'il doit tout sauver parce que Duran aussi, c'est pas un écureuil, hein. Ça met pas de côté. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de plan financier sur les 20 ans qui arrivent. Hein. Duran, c'est la vie, quoi.
Ça flambe, ça prend. Duran, je suis millionnaire, j'ai moins 100 000 sur mon compte, comme ça, tu vois. C'est ça. Donc, c'est affolant le niveau de pression qu'il a. C'est affolant. Et donc, c'est l'année 81. Peut-être devrions dire que aussi, en tant qu'athlète, ce passage en Super Welter a été en fait un passage où, en termes de son métabolisme, je crois qu'il a dû avoir du temps pour qu'il s'adapte vraiment, vraiment au Super Welter. Et le temps a été plus long que ce que lui voulait. Donc, je pense que pour vraiment s'adapter, c'était ça. Mais bref, il a 2 victoires supplémentaires. C'est quand même Duran. Et on arrive dans cette année 82. 30 janvier 82. Et alors là, on commence la transhypnotique. Parce que les grands combats reviennent. Parce que les grands match-ups de grands noms reviennent. Et donc, tu pouvais acheter ton ticket. C'était donc King. Et tu pouvais aller au Caesars Palace. Et je vais mettre l'affiche que je trouve magnifique. Antoine, accroche-toi parce que là, on est en kiff total. Benitez Duran. On est au Caesars Palace. On est chez les Super Welter, comme on vous le dit. On est pour un titre. Benitez est dans une période où, sportivement et en termes de compétition, c'est très, très haut. C'est une année où, en fait, il affronte Duran. Il affrontera plus tard Thomas Ernst. C'est quelque chose. Benitez Duran arrive. Alors, peut-être que pour les aficionados, les fous furieux comme nous sommes, on dira que ça arrive trop tôt, vu l'histoire qu'on est en train de vous raconter. Ça arrive peut-être trop tôt pour Duran. Ça, voilà. Mais pour la grande histoire, ça arrive là. C'est énorme. C'est énorme parce que c'est une finesse de boxe. Moi, je trouve les deux. Enfin, Benitez et El Radar est au top. Duran. Et enfin, je trouve qu'avec cette soirée, Duran, tu sens qu'il est mieux. Qu'il est mieux, mais il n'est pas encore au mieux qu'il devrait être pour affronter un tel mec qui est Benitez. Regardez ce qu'il était, Benitez, à l'époque. C'était une star. On kiffait Benitez. Ça, c'est un ring justement de l'année 82. Alors, cette soirée-là. On va commencer avec Antoine, parce que Benitez, c'est quelqu'un de très cher à ton cœur. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? C'est un duel de cossards. C'est ça qui est assez marrant. Tu peux mettre le pitch. Bon, c'est 2 très grands champions sud-américains ou latino-américains, mais c'est aussi un duel de cossards. C'est un duel de mecs qui détestent la salle. Alors, il y a Duran dont on sait d'où il revient. Il faut dire quand même que à l'époque où il a boxé contre Gonzalez, il a boxé contre Minchilo, les observateurs, pas très bienveillants, disaient qu'entre 2 combats, il montait à 180 livres, donc il gonflait comme un ballon. Ça, c'était la grande tradition de Roberto Duran. Alors après, il devait s'assassiner pour faire le poids. Benitez, lui, il n'y a pas de témoignages qui disent qu'il était gros, mais il y a beaucoup de témoignages pour dire qu'il allait jamais à la salle. Il ne bossait pas. Ça a été le premier, on l'a rappelé lors de la discussion de la fois dernière sur Arguello. Il est le premier boxeur latino-américain à remporter 3 titres mondiaux dans 3 catégories différentes. Il est champion des Super Welter. Il a fait une démonstration lors d'un combat relativement mésestimé contre l'anglais Maurice Hope, où il l'a mis KO sur une énorme droite, lui qui n'était pas un puncher. Ça a été une démonstration à peu près totale. Et Benitez, c'est un combat de croisée des chemins extrêmement ironique quand on a en tête ce que c'est devenu. C'est-à-dire qu'en gros, c'est le dernier hurrah de Duran, c'est le combat de la rédemption. Il doit faire bonne figure contre un homme qui est beaucoup plus jeune que lui, 7-8 ans de moins, et à qui l'avenir appartient. Et quand on connaît l'avenir, vu d'ici, c'est extrêmement ironique ce qui va se passer ce soir-là. Donc, c'est un combat pour lequel, alors l'anecdote vaut vraiment la peine d'être rappelée, et puis dans la bio, dans I Am Duran, Roberto la précise en long, en large et en travers, et c'est excellent. Bon, tout le monde a conscience du fait que Duran aime un peu faire la fête. Et donc, il est censé se préparer à Los Angeles. Il débarque sur le tarmac de Los Angeles pour faire son camp, et là, il est séquestré littéralement par les autorités panaméennes qui le ramènent sur une île-prison au Panama, littéralement avec $300, ouais, en disant, ben voilà, tu vas te préparer comme il se doit. Et effectivement, il sera préparé comme pas possible, sans aucune distraction possible. Il ne s'agira pas d'aller en club en buvant ou pas. Et il faut retenir que tu as parlé d'I Am Duran et de la formidable liste d'excuses que c'est. Retenons que pour ce combat-là, Duran n'évoque aucune excuse. C'est la seule défaite de sa carrière
pour laquelle il dira « j'ai boxé un mec meilleur que moi ». Il faut quand même mettre ça au crédit de Benitez parce que tous les adversaires de Benitez lui ont donné beaucoup de crédit. Duran en fait partie. Quand on connaît son ego, ça en vaut la peine. Ce combat, en gros, c'est un combat de... Duran n'a pas encore le réservoir plein, surtout pour 15 rounds. Il n'a pas, il a pas de quoi tenir tout ce temps-là. Et en plus, il a affaire à un Benitez qui est un gros pénible pour lui, parce que Benitez, ça ne le dérange pas de boxer de près. Ça ne l'a jamais dérangé. Jamais. Mais toujours, il arrive à bouger un peu pour pas être touché de plein fouet et pour en rendre. Et il va se passer un truc qui est une sorte d'inversion de paradigme dans ce combat. Benitez va lui mettre la misère pendant tout le combat au corps. C'est Duran qui fait ça à ses adversaires d'habitude. Et Benitez, lui, va petit à petit entamer un travail de sape, un long travail de sape. Il va peut-être aussi un petit peu lui faire payer Benitez, parce qu'on parle de l'ego de Duran et on a raison. Mais Benitez, c'était pas non plus un type particulièrement gracieux, particulièrement humble. Il y a eu beaucoup de trash talk pendant la préparation. Ils ont failli se mettre sur la gueule à côté de Don King et tout. Hein. Duran a dit « je vais organiser un combat entre nos pères ». Quand j'aurais pété la gueule de Benitez, je vais organiser un combat entre nos papas. Parce que dans la grande tradition aujourd'hui... Le père Benitez, il a ouvert sa gueule. Le père Benitez, il avait quand même ouvert sa gueule. Tu vois. Ouais. Ah non, mais donc il y a un peu d'électricité. Et franchement, sur le ring, ça donne un beau combat. Et quand tu lis le compte-rendu, notamment de Sports Illustrated, en fait, tu t'aperçois que pour les observateurs, Duran a donné une bonne image de lui-même. Il perd le combat à la décision. On croit peut-être qu'il peut se faire stopper à la toute fin et il va tenir, même si pendant tous les derniers rounds, il boxe sur un coup. Objectivement, on sent que le réservoir est vide. Il cherche absolument encore. Ouais. Tu as une embellie au 15e, en gros. Mais les rounds, à partir du 10e, il n'a plus vraiment de gaz. Mais les observateurs disent « Ok, ce qu'il a fait, c'est pas mal. Au moins, c'est une fin digne. » Et on en parle comme d'une fin de ce combat-là. L'avenir appartient à Benitez. On dit qu'il va aller chercher Hagler dans la 4e catégorie. Inversement, on dit de Duran, c'est bien, il peut partir là-dessus. Au moins, c'est pas honteux. Ouais. Quand on retient ça et quand on sait ce qui est arrivé à ces deux combattants, alors que ce soir-là, en fait, la carrière de Benitez, elle est finie, tandis que celle de Duran recommence, c'est un des épisodes de la boxe les plus dingues qu'on puisse imaginer. Ouais. Cette ironie croisée des chemins. Alors que je m'entends. Et toi, Vincent? Ouais, non, mais écoute, oui, c'est un combat qui Antoine l'a très bien décrit. Alors notamment, effectivement, c'est ce travail au corps que va faire Benitez en rafale. Je pense qu'il s'est un peu inspiré de ce qu'avait fait justement Léonard sur le Nomas. Léonard, je pense, a été déjà rencardé sur la condition physique de Duran et savait où il fallait aller le chercher. Moi, j'ai revu le combat, c'est assez flagrant de voir que Léonard, il envoie pas mal de rafales au corps. Et Benitez fait ça avec plus de puissance sans doute que Léonard parce qu'on est plus haut. Et puis Benitez, je pense, c'est peut-être naturellement, même si c'est pas un gros puncher comme l'a rappelé Antoine, plus puncher quand même que Léonard. Il l'emmerde aussi. Il sait très bien casser ton rythme en fait, Benitez. C'est ça qui est assez fou. C'est casser vraiment la dynamique d'Duran. Duran ne fait pas de mauvaises choses effectivement parce qu'il arrive à travailler, à coincer Benitez. Mais ce qui lui manque, effectivement, alors physiquement, une fois encore, il est très impressionnant, mais il lui manque l'explosivité. Les frappes sont lourdes, ça c'est un moment, il envoie la droite. Et tu il y en a une au 7e, je me trompe pas, au 7e, juste à la fin du round. Il lui met une patate à la fin du round. C'est au 7e. Ouais, c'est au 7e, ouais. Il est dans il est à peu près entre les cordes et le coin, il en prend une très très lourde, effectivement. Donc tu sens que c'est Manos Depiedra quand même, mais il n'y a plus cette explosivité, il n'y a plus ces jambes qui lui permettaient d'être un peu plus dynamique. Mais oui, comme on le voit, c'est pas du tout honteux, clairement. Et on peut croire que c'est un peu un chant du cygne pour Duran. Et comme l'a rappelé Anton, c'est très ironique quand on verra la suite des carrières des deux boxeurs, quoi. Ouais. Mais c'est ce genre de... Le scoring est assez gentil pour Duran parce que la défaite est unanime, mais donne un écart minime, à mon sens. De 2 rounds, je crois. À mon sens, c'est très net quand même. Ouais. C'est assez net. Moi, je vais te dire, j'ai encore la scorecard là, quand j'ai regardé, j'avais 5,46-5,41 pour Benitez. Pour toi? Ouais, il y a 2-3 points, je crois, dans les cartes officielles. Il y a de 1 à 3 points. C'est déjà Dave Moretti au scoring, les gars. C'est déjà Dave Moretti. Ouais, mais c'est une ambiance aussi. Hein. C'est une ambiance Benitez-Duran, c'est vraiment une ambiance qui est extraordinaire. On est au Sport Pavillon du Caesars Palace qui n'existe plus, hein,
mais bon, c'était magnifique. Ça, c'est une lettre de noblesse. J'aimerais vraiment aussi vous dire que c'est aussi un genre de combat qui, en soi, est un combat qui reste. Parce qu'en fait, tu enlèves tout, les éléments d'histoire, les personnages qui sont impliqués dans ce combat, et tu regardes pour le combat de boxe que c'est un combat d'école à montrer à tout le monde. C'est un combat à montrer à tout le monde. C'est parce que il pouvait être, c'est assez clair et c'est un combat très lisible aussi. Ce qui n'est pas toujours facile avec des combats de Duran. Et donc, c'est un modèle en soi de combat très lisible concernant Duran et Benitez. Moi, puis c'est une époque. Enfin, moi, je suis en surkiff total, tu vois. Et j'aimerais aussi redire que en quoi on parle de The Face of Boxing. Quelque part, on parle de la boxe et de tout ce que ça engendre. Et Roberto, il y a plein d'histoires. Et les histoires aussi sont réécrites par des livres et aussi par des films. Et j'aimerais aussi, au fil de notre discussion, parler de ce film, Hands of Stone, qui est un film malgré tout intéressant avec ses qualités, avec ses défauts. Mais la narration du film, et c'est ça aussi le problème de l'objet cinématographique quand ça parle de boxe, c'est que ça fait des raccourcis. C'est que ça fait des raccourcis sur à la fois la carrière, à la fois le chemin de carrière, et à la fois les relations humaines entourant le boxeur. Pourquoi? Parce que quand on dit Roberto Duran, on dit Ray Harcel. On est d'accord. Ah oui. Cet immense entraîneur. Et Ray Harcel, en fait, on a toujours l'idée que avec le Nomas, c'est aussi la fin de la relation, la fin totale, la coupure avec Ray Harcel. Mais c'est pas aussi simple parce que Ray Harcel coupe avec Duran pour l'année 81, cette année où il remonte tranquillement avec ses deux combats. Il n'est pas là, il n'est pas avec Duran. Et même, il est questionné par les journalistes et Ray Harcel, et voilà. Dans cet article, il dit littéralement, texto, il faut qu'il trouve une bonne fin, une bonne fin de carrière, une bonne sortie. Il faut qu'il écrive bien la fin de son histoire. Voilà. On en est là. Sauf que en janvier 82, mais il y a un retour de Ray Harcel dans le coin de Roberto Duran pour ce combat. Et ça, c'est un truc, si tu n'es pas en mode historien de boxe et à faire tes recherches, tu l'oublies complètement. Et tu es dans le narratif, un peu le narratif hollywoodien sur l'histoire de Duran, et tu n'es pas dans la vraie histoire. Donc il y a un retour comme ça, c'est épisodique, mais un retour quand même de Ray Harcel dans le coin de Duran. Voilà, c'est vraiment à noter. Est-ce que sur Ray Harcel, vous voulez... Vas-y. Alors non, juste pour dire aussi, pour faire un petit peu le lien avec notre dernière vidéo, il y a aussi dans son coin un certain Panama Lewis à ce moment-là. Tout à fait, qui va rester un petit moment. Tout à fait. Donc tu as quand même Ray Harcel et Panama Lewis dans ton coin. Non mais c'est fou. Ah c'est dingue. Ouais. Hein, Panama Lewis, on en a parlé dans l'émission, la dernière en date, sur Alexis Arguello. On vous la fait pas, vous savez pourquoi on vous en a parlé. Donc, vous voyez, les personnages sont là et traversent toutes les histoires. Voilà. Alors, n'oubliez pas, messieurs, au fil de notre discussion, si à chaque fois vous voulez faire un retour sur ce film, là c'était mon premier retour sur ce film, si vous voulez, vous avez d'autres retours à faire, on peut aussi le faire. Hein. D'ailleurs, d'une part, comment vous l'appréciez-vous ou pas ce film, justement? Première question. Oh ben écoute, disons que moi en fait j'en attendais pas énormément parce que tu sais quand tu vas t'attaquer un truc sur Duran, ça va être dur d'égaler, de faire un film qui soit au niveau de la légende. Donc le film est pas mal, mais de toute façon c'est un peu le problème avec ces films, de toute façon sur des légendes, que ce soit du sport ou quoi, où t'as des tonnes d'images d'archives, c'est-à-dire que tu as le personnage. Donc essayer d'aller égaler ce personnage, t'as beau être le meilleur des acteurs, tu vois, comme qu'ils ont fait Ali avec Will Smith. Et ça marche pas parce que t'as jamais l'impression quand même de voir le vrai gars, la vraie légende. Tu te dis ouais ok tu peux te démener mais tu peux pas atteindre ce niveau. Ça marche bien avec des boxeurs par exemple sur lesquels tu n'aurais pas forcément beaucoup de vidéos d'archives. Là tu pourrais vendre un acteur mais dans ce cas-là c'est très difficile. Et là l'acteur s'en sort il s'en sort bien. Moi j'ai bien aimé. Et il s'en sort bien mais voilà, oui, je comprends. C'est pas Duran. Et à la limite celui qui m'a le plus surpris et celui dont j'avais le plus peur, c'est Usher. Ouais voilà. Usher en Léonard est pas mal. Pas mal. Tout à fait, tout à fait. Et toi, Antoine, ce film, tu l'as vu? Eh bien,
Je ne l'ai pas vu. Ah bah voilà. Comme ça règle l'histoire. Voilà. Mais quand même à voir, parce que ça m'intéresserait d'avoir l'avis d'Antoine sur de 130livres.com sur ce film, justement. Il y aura peut-être un bon petit papier à faire, Antoine. On dit ça, on dit rien. Pourquoi pas. Mais on en reparlera au fil de notre discussion. Et donc, on est à la fin de ce combat. Je remets l'affiche, je l'adore. Et puis, je vous remets encore cette photo parce que qu'est-ce qu'il y a des belles photos là. Quand j'ai fait des petites recherches pour illustrer notre vidéo, je me suis fait plaisir. Oh là là, le plaisir. Puis, tu sais, quand le revoyant, je me suis dit, alors ça c'est ma théorie personnelle, elle vaut ce qu'elle vaut, mais je me demande quand même si Thomas Hearns, il a pas pris quelques notes ce soir-là. Parce que dans la façon de couper le ring à Benitez, je trouve qu'il y a des trucs, alors c'est pas du tout le même profil Thomas Hearns, puisque c'est un grand longiligne, mais il y a des trucs, je me demande s'il s'est pas dit, intéressant. C'est la même année, on le rappelle. Hein. C'est la même année. C'est complètement la même année. Alors après c'est aussi Hearns a boxé Benitez après assez intelligemment, c'est-à-dire que on sait que Hearns, son défaut en gros, c'est quand il allait trop à la bagarre, quand il était et contre Benitez, il est resté extrêmement posé. Et en fait, paradoxalement, discipliné. Il fallait, voilà. À partir du moment où il restait discipliné contre Benitez, même si Benitez était un très bon boxeur, il n'avait pas la solution parce qu'il était trop petit. Et Hearns est resté extrêmement fidèle à son game plan. Et Benitez n'a pas existé. Enfin, il n'a pas existé, j'exagère. Mais en tout cas, quand Benitez il n'avait pas le punch pour étaler Hearns. Hearns n'a pas fait de bêtises, aucune, du combat. Et donc, ça a été 15 rounds extrêmement monocorde, extrêmement, une démonstration. Tandis qu'inversement, Duran, qui était là un peu pour la bagarre, Benitez, il adorait ça parce qu'il adorait faire tourner en bourrique les bagarreurs. Voilà, c'était sa grande spécialité. Mais pour en revenir à ce que dit le capitaine, effectivement, je trouve quand même Duran plus discipliné sur ce combat-là. Quand même, tu sens qu'il cherche à bien cadrer, à bien couper, mais c'est vrai que oui, forcément. À bien mettre ses attaques au corps et même quelque part il s'est tellement focusé qu'il en a un peu perdu le combat global là-dessus. Il s'est tellement focusé sur le combat au corps qu'il en a perdu des rounds. Il a laissé beaucoup d'espace à Benitez. Enfin bref, c'est un grand combat donc que vous devez voir dans une grande année. On revient encore parce que tout est lié. Toutes nos discussions sont liées. On revient sur ce qu'on vous a fait la dernière fois sur Alexis Arguello. On vous a beaucoup parlé de cette année 82. J'en viens à me demander, les amis, si ma prochaine année de la boxe, ça va pas être 82. Hein. Ça va pas être 82. Hein. À une vidéo de 10 heures, là. Ah ouais, en gros. Évidemment. Mais quand même, hein, 82, c'est fou. Et l'année 82 de Duran, on l'a ultra... Déjà, pour les connaisseurs, elle est centrée sur ce combat de Benitez qui arrive en janvier. Mais en fait, on oublie toujours le reste de l'année. Parce que Duran continue sa carrière, toujours dans cette catégorie où, à mes yeux, il n'est pas encore stabilisé en super welter. Il n'est pas encore. Et ça va expliquer. Et donc, le chemin de la rédemption continue. Parce que qu'est-ce que c'est finalement que Benitez Duran, aux yeux des observateurs, comme vous l'avez dit, c'est la défaite quelque part qu'il devait se manger, la défaite acceptable pour que un peu on baisse le niveau de tension sur le sujet Duran. Il s'est mangé sa défaite, c'est un peu une sorte de justice immanente qui a été faite. Voilà. Donc quelque part, il est dans un esprit un peu plus, pour lui, autour de lui, l'esprit est un peu plus serein. Donc il peut continuer dans cette année 82. Et c'est là où je vous disais en début d'émission que The Road to Redemption, qui est, attendez les amis, qui est quand même l'un des titres de sa biographie. Hein. Redemption Road. Voilà, lui-même en parle. Elle n'est pas unilatérale. C'est pas une route de la rédemption, encore une fois, hollywoodienne, où peu à peu on regagne jusqu'à prendre le grand champion. Non, c'est fait de haut, c'est fait de bas, c'est fait de victoire et c'est fait de défaites. De défaites en très peu de temps, on parle d'une période de 3 ans. Parce qu'on l'a tous oublié. Mais Duran, à la suite de Benitez, il se remange une défaite qui est l'upset of the year. Ouais. Contre Kirk Handling. Kirk Handling, Kirk,
Langley, qui est alors un personnage en soi, on va en parler. Regardez, Kirk Langley, ça se passe encore aux États-Unis, c'est sous l'égide encore de Don King. Kirk Langley était un très bon boxeur de UK, du United Kingdom, d'origine jamaïcaine évidemment. Grande nation de boxe, vous le savez, les Jamaïcains sont des grands boxeurs. Et Kirk Langley, qui est complètement oublié de l'histoire, qui est quand même un vainqueur de Roberto Duran à cette époque-là. Il est mort il n'y a pas très longtemps. De plus. Et c'est une défaite. Alors, est-ce qu'on est encore dans l'esprit du combat contre Benitez? Je ne sais pas, mais Kirk Langley, il avait ce je ne sais quoi pour mettre l'overhand sur la gueule de Duran pendant ce combat. Ça a perturbé Duran. Il ne s'attendait pas à être à ça, et c'est quand même 82, c'est 2 défaites de suite pour Roberto Duran. Kirk Langley, l'upset of the year 82. Enfin, on en parle sur la page, ça me fait plaisir. On commence avec toi, Vincent. Ben oui, forcément. Déjà, bon, on pensait que Duran allait prendre la porte de sortie avec Benitez. Bon, il décide de reboxer. Alors, on se dit, est-ce qu'il prend Leng, qui est un boxeur d'une certaine qualité, mais qui va lui permettre, en fait, d'obtenir une belle victoire pour partir? Et en fait, ben non, parce que Leng, ce soir, il est là pour gâcher la fête. Il est là pour boxer. Il le fait très bien. Et on a un Duran qui, une fois encore, et alors, autant contre Benitez, il y avait pu avoir une petite embellie, mais là, c'est vraiment, alors là, le Duran qui est peut-être encore plus épais que jamais. Il est lent, il va pas vite, il n'y a plus aucune explosivité. Et il l'a pris Lang de haut, mais ça se voit. La condescendance alors, ça, complètement. Il y a du Duran. Et voilà, tu le vois, il s'est pas préparé, le mec, et physiquement, et forcément, il le pêche sur le ring parce que Lang, lui, une fois encore, est pas là pour rigoler. Il va proposer de très belles choses. Très beau jeu de jambes, Kirk Lang. Pour le coup, je parlais de Benitez, c'est-à-dire que c'est peut-être un peu inspiré de Léonard. Lui, le côté de bouger d'un sens à l'autre comme un balancier, ça rappelle beaucoup justement le fameux combat du no-mass. Mais oui, il sort une grosse performance et on voit, plus les rounds défilent, plus on voit que c'est en train d'arriver, que Duran va perdre ce combat, et ça arrive. Et à la fin, tu vois que même Don King est complètement dépité. Je crois que c'est Don King qui avait dit qu'il avait dit à Duran d'arrêter sa carrière par respect pour sa propre personne, quoi. Oui, c'est un boxeur étonnant, Leng. C'est un gars en fait qui avait une grosse réputation de noceur, qui a continué toute sa vie d'ailleurs. Et je crois que ce qu'il a emporté, c'est un cancer digestif, le genre de truc que tu attrapes quand tu bois pas que de la limonade, en gros. Et Leng, en fait, cette fois-ci, il est prêt. Voilà, c'est des boxeurs de temps en temps. Voilà, ils se mettent un défi en carrière. Voilà, ils arrivent d'aplomb, etc. Et Leng, ce soir-là, il est vraiment prêt. Et il bouge très bien, vous l'avez rappelé. Il boxe main basse, il est assez élégant, il a une magnifique afro. C'est vraiment un boxeur. Alors, on n'est plus dans les années 70, mais c'est un boxeur des années 70 qui arrive contre Duran. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'au début, en fait, il boxe un peu en torero, il évite Duran. Mais à partir de la deuxième moitié du combat, il avance. À la 7e, il met une énorme droite à Duran, qui le fait vaciller. Il double son jab et il boxe en boxeur dominant pendant toute la fin du combat. Et franchement, on ne s'attend pas du tout à voir Duran comme ça. Duran, c'était les mains de pierre, c'était Manos des Piedras. Ce soir-là, c'est les pièces des Piedras, c'est-à-dire qu'il ne bouge pas. C'est un sac de frappe. Il est extrêmement immobile. Et il prend sa punition. Heureusement d'ailleurs pour lui, ça dure que 10 rounds, parce que ça aurait duré 2 rounds de plus, il aurait encore plus mangé. N'oublions pas, vous avez dit qu'il avait pris de haut. Évidemment qu'il l'a pris de haut. Son combat suivant était déjà signé. 2 mois après, il était censé boxer un certain Tony Ayala. Et évidemment, le combat bernique, le combat tombe à l'eau, parce que ça ne conviendra pas. Mais de toute évidence, voilà, il est dans une catégorie où, on l'a dit, on l'a rappelé, il n'est pas petit. Même s'il vient à l'origine des poids légers, il n'est pas petit. Physiquement, il est assez massif, il est assez imposant. En revanche, il ne peut pas se permettre les approximations parce qu'il ne tape pas assez fort pour imposer sa force brute. Et quand il ne se déplace pas bien, franchement, il ne se déplace pas bien et ça se voit de manière extrêmement frappante et cruelle contre Leng. Et Vincent l'a rappelé, à la fin du combat, la légende veut que Don King débarque furibard dans son vestiaire en disant « Mais putain, respecte-toi, arrête ta carrière, bordel !» Parce que King avait investi dans ce combat et qu'il a perdu quelques thunes, manifestement, dans l'histoire.
Donc voilà, c'est la énième mort de Roberto Duran ce soir-là. Au moins la deuxième. Voilà. Complètement oublié de l'histoire. Complètement oublié de l'histoire, parce que c'est une vraie mort. Pour qu'un j'allais être vulgaire, mais pour qu'un gars comme Don King on arrive à se dire je peux plus trincer, je ne veux plus avoir affaire à toi. C'est quand même Don King c'est Don King qui lui dit je veux plus avoir affaire à toi. C'est fou quand même. Hein. Durant, comment il les rendait dingues. Il les a rendus dingues, et ce qui est vrai, l'association avec King s'arrêtera là, et on croit, et en fait King aussi reprend tout un discours qui lui met dans la gueule à Duran. C'est ce discours de arrête ta carrière, elle est déjà légendaire. Vous comprenez? Parce que je crois que contre Leng, il est à 77 combats déjà. Il a, il doit être. Il a 70. Enfin, c'est une carrière dingue. Et donc, c'est une carrière tellement massive. Enfin, 74 victoires, ouais, et 3 défaites, donc c'est ça. Hein. Voilà, et là, il subit la 4e. Ouais. Voilà, donc, on lui dit, mais arrête, enfin, la légende est faite. La légende est faite. Et en plus, comment dire, à ce moment des faits, je vérifie, mais il est à 6 couvertures de ring de Sport Illustrated. Il les a déjà 6. Voilà, donc c'est dire le palmarès qu'il a déjà établi, quoi. C'est tout, voilà. Mais ça va continuer. S'il ne veut pas s'arrêter, parce que Duran aussi, il respire la boxe malgré tout. Et il veut pas s'arrêter, et puis pourquoi faire? Qu'est-ce qu'aurait fait Duran? La vérité. Hein, maintenant, on peut dire ça, tu vois, mais à ce moment-là. Et ça continue avec, sous l'égide maintenant, de Top Rank. Ça va aller avec Top Rank, avec Bob Arum, mais Bob Arum, il ne prend pas de gaieté de cœur. Bob Arum, il le prend, mais il est vraiment, vraiment pas convaincu comment travailler Roberto Duran. Mais pas convaincu. Et ce qui est génial, et ça, tu l'as aussi, quand tu lis à travers, entre les lignes, c'est quand même un Bob Arum qui aimerait bien aussi s'en débarrasser parce qu'il sait pas comment faire. Il y croit pas. Bob Arum n'y croit vraiment pas. Donc, il y a quand même un dernier combat en 82 contre Jimmy Batten qui va gagner, mais qui va gagner à la décision. Hein. Il va pas arrêter Jimmy Batten en fin 82, novembre ou décembre 82. Contre Jimmy Batten. De Arguello Pryor. Oui. Ah ben oui, tout à fait. Alors Orange Ball. Alors Orange Ball. Ouais. Et il le prend mal d'être en sous-carte. Hein. Ah ben ouais. Roberto, il sort de 2 défaites. Il est en sous-carte d'une soirée qui va être folle. On vous en a parlé encore une fois. Je le remets, mais on vous en a parlé là. N'hésitez pas à aller voir cette superbe discussion. Mais Roberto Duran, Arguello, et pourtant il a des bons mots sur Arguello dans sa. Ils étaient amis, hein. Ouais, il a des bons mots. Ouais. Mais ne pas être le main event, il comprend pas. Tu l'as tapé de dette? Non, je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi. C'est génial. Il est génial, mais je l'adore, ce mec. Donc il y a cette victoire qui revient. Et finalement, peu de temps après, on passe à l'année 83. Et alors là, on va être en surkiff. L'année 83 où, je répète, Bob Arum n'y croit pas. Donc, de novembre 82, je pense qu'on va passer à janvier 83. Donc, c'est très court. Hein. Oui. C'est janvier 83. C'est donc, pour du Roberto Duran, c'est quand même très court. Et là, malgré tout, Roberto Duran, là, il revient dans le sérieux. Et va arriver un combat qui va se faire. Pourquoi? Pour une seule chose, c'est la localisation. Parce que Bob Arum, c'est quand même un finot. Il se dit, Duran, je sais vraiment pas comment le travailler, mais je peux le travailler avec le public latino. Et donc, ça va aller c'est pas le forum, mais à la salle de Sports Arena, ouais, à Los Angeles, de Los Angeles, contre Pipino. Regardez, alors ça c'est le genre d'affiche, je suis sûr que Vincent, il adore ce genre d'affiche. T'en mettrais bien une dans ton salon, tu vois. Ouais, pourquoi pas, mais là, l'amoureux de boxe latino, je pense qu'il est aux anges, ouais. Voilà, Pipino Cuevas contre Duran à Los Angeles, grosse soirée, et que ça va être, et il avait du nez Bob Arum, parce que c'est sold out. Sold out. Donc, lui, il rentre dans son argent de cette façon-là.
Et après, sportivement, bah, il se passe quoi? Il se passe que Cuevas, qui était quand même une terreur, on l'oublie trop souvent parce qu'il s'est mangé un KO atomique qui fait qu'on ne retient que ça de lui. On en a parlé avec mon ami Antoine de 130 livres dans la discussion Hall of Fame, Thomas Hearns. Parce que Thomas Hearns, quand il prend Cuevas, il prend une terreur et il lui met la patate atomique de l'histoire de l'humanité dans la gueule. Cuevas est devenu une spaghetti, hein, tu vois. Et quelque part, il lui a pris un peu son âme de boxeur parce que Cuevas n'était plus jamais le même après ça. Et donc, mais c'était sa seule défaite. C'était sa seule défaite, si je me trompe pas. C'était sa première défaite depuis très longtemps. Ouais. Depuis très longtemps. Ouais. Okay. Ouais. Bon, il avait défendu son titre 11 fois en fait en welter, ce qui est beaucoup. Voilà. Ce qui est beaucoup. Notamment contre Angel Espada, ouais. Les guerres portoricaines, mexicaines, ouais. Voilà. Et donc, Roberto Duran, et ben en fait, c'est quelque part, on peut peut-être dater là une vraie résurrection chez Roberto Duran. Vincent, vas-y. Mais ce qui a changé par rapport à ce qu'on a évoqué, vous l'avez rappelé constamment, Duran, s'aime boire, s'aime la fête. Duran, pour ce combat, il a sans doute compris ce qu'il avait en face. C'est-à-dire qu'en fait, on avait deux boxeurs qui voulaient se relancer parce que Cuevas sortait aussi d'une défaite au point et les deux étaient un peu au même niveau et avaient besoin de se relancer. Et on savait que ça tapait très fort des deux côtés. Et Duran, ce coup-ci, il l'a dit de lui-même, s'est entraîné. Il s'est vraiment très durement entraîné. Et ça se voit physiquement déjà, il est beaucoup plus affûté. Et enfin, on retrouve le Duran avec ses jambes. Enfin, on retrouve le Duran explosif. Et ça fait toute la différence. Et dès les premiers rounds, dès les premiers coups, dès les premiers impacts, tu sens que ça y est, il y a de l'explosivité dans chaque coup. Et ces deux rounds qui sont très très bons, accrochés, où ça s'envoie des parpaings, et c'est à partir du troisième où vraiment Duran prend l'ascendant, touche durement, et alors dans le quatrième, il va te le cueillir. 2 fois, il l'envoie au tapis, 2 ou 3, je crois que c'est que 2 fois, non? 2, ouais. Je sais plus. 2 fois, et voilà, il le finit au quatrième, en 4 rounds, et personne, au vu des dernières performances de Roberto Duran, tu pouvais pas t'attendre à un tel scénario, à ce qu'il amine cet adversaire, c'est que d'un coup tu dis ah ben ça y est, on a retrouvé le Duran d'il y a quelques années. C'est comme si d'un coup là sur le ring il nous était apparu quoi. Ouais. Ah c'est de l'ordre du miracle. Hein. C'est dur. Alors Cuevas n'était plus Cuevas, on en convient bien, mais quand même, bon les 2 premiers rounds, c'est de grande qualité et c'est disputé. Il en prend des belles, Duran. Hein. Et quand tu fais Cuevas la puissance, le ratio de KO, ce qu'il prend dans la gueule, il ne bronche pas. Il branche pas, mais il y a les deux les 2 rounds suivants où t'as l'impression qu'il y a, tu sais, il y a une, c'est plus la même chose, c'est plus le même événement. Il y a les 2 premiers rounds, il y a les 2 rounds suivants où alors là, Duran et ça finit comme ça et c'est une résurrection pour Duran. C'est une résurrection pour Duran. Antoine, ce combat-là, t'as une affection particulière? Oui, parce que vous l'avez rappelé, c'est pas le même personnage. Il n'a pas gagné un combat par KO depuis 1980. On est en 83, donc c'est quand même une sacrée parenthèse dans sa carrière de combattant. Et puis c'est Duran, c'est-à-dire que Duran, malgré tout, il n'est pas là pour faire de la dentelle. C'est aussi un type qui a fasciné les foules parce qu'il foutait les gars en l'air. Donc Duran redevient Duran. Voilà. Ça lui suffit pas de faire bonne figure. Il faut goûter au sang, quoi. Il faut que la bête, elle dévore son adversaire. Et contre Cuevas, ça se passe comme ça. Cuevas, c'est pas un très bon boxeur en termes techniques, mais il a un énorme crochet gauche. C'est ce qui a fait son fonds de commerce. Il est apparu au haut niveau mondial un peu par inadvertance. On l'a pas vu venir. Il a battu Espada, Vincent l'a rappelé. Et il a inauguré un règne relativement long parce qu'il tuait les gens avec son crochet gauche. Et en effet, lors des 2 premiers rounds, ce qui est assez impressionnant, c'est que Duran, il a bossé et il se déplace bien, il tourne. Il donne un jab extrêmement sec, extrêmement appliqué, extrêmement précis. Et petit à petit, il introduit des combos, corps-face. Et au bout d'un moment, on s'aperçoit que c'est 10 fois le boxeur qui était Cuevas. J'ai beaucoup de respect pour Cuevas, mais c'est 10 fois le boxeur qui était Cuevas. Et en effet, la façon dont Duran, à la fois l'envoie au tapis une première fois et ensuite le finit, ça vous rappelle qui est Duran, c'est-à-dire un finisseur d'exception. C'est pas un énorme puncher sur un coup, c'est un gars qui envoie un combo dès qu'il sent que son adversaire affaiblit. Et là, c'est le Duran d'antan, dans une ambiance que vous imaginez. Captain a rappelé que c'était à Los Angeles, donc ça résonne bien. Enfin, il y a une forme
Il y a une forme d'intensité autour de ça, super spectacle. Et c'était un duel de losers, hein, c'était les deux derniers upset of the year selon le magazine The Ring. Donc c'était deux gars qui vraiment restaient sur des performances piteuses. D'ailleurs, Cuevas n'avait pas boxé depuis plus d'un an. Il avait perdu contre un nobody, comme l'a rappelé Vincent. Et finalement, dans ce duel qui est vraiment un duel de dernière chance, c'est Duran qui sort victorieux. Et tant mieux pour nous. Et tant mieux pour l'histoire. Et tant mieux pour l'histoire. Tant mieux, effectivement. Mais c'est incroyable. Mais c'est incroyable. Pas au moment. Enfin, c'est incroyable pour les amoureux de Roberto Duran et pour les fans qu'on est. Mais pour le boxing business, c'est pas une retombée en amour avec Roberto Duran. Pour le public, oui, mais pas pour le boxing business, parce que ce qui va se passer par la suite est incroyable. Et c'est pour moi, on rentre dans un chapitre qui est hallucinant et où Duran a été putain de grand. Pourquoi? Parce que ok, Duran, il a sa victoire pour Bob Arum, mais Bob Arum reste mitigé sur le cas Duran. Bob Arum, pendant très longtemps, n'aura pas réussi à cerner Duran. Et il reste mitigé. Et la suite de la carrière de Duran, et c'est ce que parfois font les promoteurs, c'est mettre une petite carotte à deux boxeurs différents pour les faire s'affronter en leur faisant miroiter des choses différentes aux deux. Je m'explique. À partir de là, Duran, Bob Arum lui dit écoute, si tu fais ce que je dis, le plan que j'ai pour toi, je finirai par avoir ton combat contre Marvin Hagler. À la suite de Cuevas, Bob Arum dit ça à Duran. D'un autre côté, il y a un athlète, un jeune, qui est en pleine montée, qui est en pleine hype, comme on dit aujourd'hui, qui est aussi avec Top Rank, à qui on dit, écoute, si tu tapes Duran, je te promets le combat contre Hagler. Ce personnage, c'est un personnage aussi oublié de la boxe, il s'appelle Davey Moore. Davey Moore avait la ceinture chez les Super Welter. Il était très athlétique, c'était vraiment un Apollon, boxeur dur, etc. Et donc, on va monter, vous comprenez un peu l'esprit, hein, on va monter les deux l'un contre l'autre en leur faisant miroiter quelque chose d'autre par la suite. Voilà. Bien comprendre que aussi, Duran n'est pas en odeur de sainteté totale chez Top Rank, parce qu'il va accepter une bourse. C'est Duran, c'est Roberto Duran, on est en 83. Il accepte une bourse de $25 000 pour le championnat du monde. Pour une nouvelle chance mondiale, $25 000. Par contre, on va faire ça à New York, dans l'endroit qu'il adore par-dessus tout, le Madison Square Garden. Je vous ai mis l'affiche, messieurs. Davey Moore contre Roberto Duran va arriver le 16 juin 1983. C'est une énorme date de l'histoire de notre sport. Malheureusement, regardez en sous-carte. Ouais. Malheureusement. Et oui. C'est aussi la soirée de Billy Collins contre Luis Resto. Hein, c'est aussi là que ça se passe. Mais il y a Davey Moore contre Roberto Duran. Et là, pour moi, c'est tout. Moi, je vais aller dans du lyrisme puissance 1000. On est dans la véritable résurrection. Roberto Duran, d'une sauvagerie ce soir-là. Roberto Duran ne pouvait pas perdre même contre King Kong ce soir-là. Je le pense réellement. Davey Moore était peut-être un boxeur qui n'était pas si affûté que ça. Il lui manquait de l'expérience pour affronter un Roberto Duran. Mais un Roberto Duran qui veut te démonter. Hein. Roberto Duran qui est prêt à mourir. Roberto Duran est enfin aussi un super Walter. Il s'est adapté, normalisé. Et le combat va être un combat fou dans une ambiance. Mais c'est dingue, tu vois. Et les images n'ont pas pris une ride. Moi, je suis en transe hypnotique dès que tu me mets ça. Et le combat va aller. Et franchement, c'est un masterclass de Hands of Stone. Il y a tout.
Il y a ces ravages qu'il peut mettre au corps. Il est d'une précision, c'est fou. Mais comment il est tout d'une précision et tout. Et en plus, il y a le shoulder roll. Il y a du shoulder roll de Duran. Là, si vous aimez du Mayweather, eh ben, vous pouvez voir du shoulder roll chez Duran là. Et ça va être une punition qu'il va mettre à ce pauvre Davy Moore, qui avait été dans le trash talk, le pauvre. Qui avait été dans le trash talk. Donc, le Duran, aucune pitié. Hein. Et 30 ans plus tard, aucune pitié. Tu vois. Dès le, je sais pas, le deuxième ou le troisième, Davy Moore dira qu'il a senti le pouce de Duran sur cet œil qui est déjà fermé. Bon, Duran dira qu'il dit des conneries. Voilà. Mais c'est hallucinant, c'est d'une brutalité. C'est un des combats où la brutalité te saute aux yeux. Moi, c'est ce combat-là où la brutalité, elle traverse l'écran. Je veux dire, attention, si vous êtes des petites natures, vous allez souffrir pour Davy Moore. Et puis il y a ce 7e round, là c'est iconique. Il le terrasse, le Davy Moore. Il aurait dû être arrêté là parce que c'est d'une souffrance pour le pauvre. C'est d'une souffrance. Les gens tout autour du ring crient. Arrêtez-le, arrêtez-le. T'as 200 personnes qui disent arrêtez-le, arrêtez-le. Il va quand même au 8e, envers et contre tout. Et il se fera arrêter. Enfin, devrait-on dire. Et on a enfin, mais cette grande victoire presque auquel on n'osait pas y croire. On n'osait pas y croire. Et Duran est grand. Duran est gigantesque ce soir-là. Voilà, j'ai beaucoup parlé, messieurs. Qui veut prendre la main? Antoine, ce combat-là, tu t'en penses quoi? C'est un combat, comme tu l'as dit, extrêmement emblématique de la carrière de Duran. Oui, Duran était un méchant. Duran était d'autant plus un méchant sur le ring que il estimait avoir quelque chose à prouver, qu'il estimait qu'on lui avait manqué de respect. Et Davy Moore, c'est un champion du monde, certes, mais c'est un type qui a 12 victoires. Bon, c'est pas énorme, hein, c'est pas un type qui traîne un palmarès gigantesque. Alors, il est battu Ayub Kayoulé, qui était un des adversaires de Léonard, donc qui avait qu'une seule défaite en carrière à cette date-là contre Léonard. Bon, c'est un boxeur capable, mais bon, il avait défendu sa ceinture aussi en Afrique du Sud, donc il va chercher la ceinture au Japon contre un Japonais aussi, il faut rappeler. Ouais. C'est une sorte de road warrior. C'est un boxeur du Bronx, donc au Madison Square Garden, il est quelque part chez lui, mais en effet, il a voyagé. Il a voyagé et il aurait dû faire partie aussi. Quelque part, c'est un peu un poissard parce qu'il prend ce Duran-là et quelques années auparavant, il aurait dû faire partie de l'équipe olympique américaine. Et en 1980, il est pénalisé par le boycott. Il n'aura pas pu aller défendre ses chances. Comme l'a dit le capitaine, c'est un magnifique athlète. Il a un avantage d'allonge qui est net sur Duran. Il devrait, en théorie, avoir la caisse pour arriver à lui tourner autour, surtout le format d'un championnat du monde. Sauf que ce soir-là, il tire Duran comme un gros crétin. C'est malheureux. Je veux honorons la mémoire de nos disparus. Il est mort très jeune en plus, ce malheureux. Néanmoins, ce soir-là, il commet une erreur tactique qui lui sera très préjudiciable. C'est-à-dire qu'il va à la guerre contre Duran. Il va à la guerre, il va à la bagarre. Il a cet avantage de taille dont il ne profite pas. Contre ce Duran-là, c'était un suicide qu'il n'a pas compris. Hein. C'est complètement déraisonnable parce que Duran est affûté, lui, comme il ne l'a pas été depuis fort longtemps. Et on lui sert sur un plateau le combat qu'il voulait. Donc effectivement, pendant les premiers rounds, on s'aperçoit que effectivement, Moore bouge, mais tout de suite il repique, il revient dans l'axe, etc. Et Duran montre qu'il a de meilleurs réflexes, il déclenche avant, il est plus précis. Et puis surtout, il s'aperçoit que 2 rounds, 3 rounds passent, et Moore, quand il le touche, lui fait rien. Objectivement, il ne lui fait rien, ça se voit. Et inversement, lui, quand il touche Moore, il lui fait mal. Donc tout ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment les planètes qui s'alignent pour arriver à un désastre. C'est-à-dire que Duran, ça se voit d'ailleurs. Roberto, quand il est content, il sourit sur le ring. Il sourit très vite, il se met à sourire. Et toi, mon bonhomme, tu vas manger. Et effectivement, il le contre horriblement. Et Moore continue à y aller. Un peu sottement. Ça m'accable de dire ça. Je ne devrais pas, mais un peu sottement, il y retourne. Et il prend une punition épouvantable. Et Duran envoie des combos. C'est vraiment la fête. Il est comme au tir à pipe. Il l'aligne aussi précisément qu'il le peut. Dans son coin, quand on voit les discussions du coin, sur les images de la retransmission, on voit très bien les mecs
qui prennent la confiance, qui sont heureux, qui sont dans la zone, qui kiffent le moment, etc. Et Duran le premier. On est sur le terrain de Moore, il est favori à 5 contre 2, mais le public est à fond pour Duran. Quand il voit ressusciter la bête, c'est manifeste. Il y a les Latinos de New York qui sont là, mais pas que. Vraiment, la salle est pour lui. Et le pauvre Moore, il subit un moment épouvantable, un peu à cause de sa tactique, mais aussi beaucoup parce qu'il a affaire à un adversaire ressuscité. Le round 7 est terrible, le capitaine l'a rappelé. Il va au tapis sur une droite plongeante, après un direct, un truc qui fait vraiment très mal. Et là, je ne comprends pas, à titre personnel, la suite. Pourquoi, alors que Moore est blessé, alors qu'il ne fait pas mal à Duran, ça se voit, il ne lui fait pas mal, il n'a pas le punch pour ça. Pourquoi tu es son coup? Pourquoi tu le renvoies au 8e round? Pourquoi tu le renvoies à l'abattoir? Et l'arbitre, comment se fait-il que l'arbitre accepte 2 minutes de 8e round, 2 minutes entières, et il l'arrête à un moment qui n'est même pas le pire moment du 8e round? Donc, je ne comprends pas la cohérence du truc, en fait. Alors, donc, voilà. Et alors, à la toute fin du combat, il faudra rappeler que c'est l'anniversaire de Duran, c'est ses 32 ans. La foule lui chante joyeux anniversaire. Lui, il pleure, il est heureux. La femme de Moore s'est évanouie à la fin du combat. Enfin, le truc est complètement épique et échappe à tous les scénarios. Objectivement, c'est un combat qui fait plaisir, mais il faut avoir un petit peu d'estomac parce qu'il faut aimer la boxe dans ce qu'elle a d'un peu méchant. Et Duran était méchant. Et ce soir, c'est un petit peu comme son combat contre Buchanan au même endroit quelques années auparavant lorsqu'il prend sa première ceinture. C'est le Duran méchant, quoi. Voilà. Et il faut aimer ça, c'est un style de beauté. Moi, j'aime bien, mais public averti uniquement. Ouais. Ouais, tout à fait, tout à fait. Et n'oubliez pas, enfin, tu l'as bien dit, Antoine, c'est l'exemple type. Il y a d'autres combats bien qui sont comme ça d'ailleurs, où un boxeur est dans sa zone, in the zone, comme on pourrait dire maintenant, tu vois. Mais il est complètement dans sa zone, tu vois. Et là, c'est affolant, c'est affolant. C'est une énorme ambiance. N'oubliez pas que pour les New-Yorkais, les légendes qui ont fondé le mythe du Madison Square Garden, Roberto Duran en fait partie. Hein, Roberto Duran, il a, non pas sa statue, mais il a les grandes photos dans les couloirs quand tu es de l'aréna du Madison. Tu peux voir des grandes photos de Roberto Duran. C'est ouf. Toi, Vincent, ce grand moment, c'est quoi? C'est incroyable, c'est incroyable. Voilà, vous allez tout dire. C'est de la barbarie, on va dire presque sur le ring, mais c'est tellement fort, c'est tellement beau. Davy Moore, effectivement, il faut rappeler quand même que c'était effectivement vu comme le nouveau phénomène de l'époque. Il était devenu champion de très peu de combats. Et là, il s'est cassé les dents. Antoine a très bien rappelé, bêtise tactique, manque d'expérience. Physiquement un athlète, mais qui aussi, faut le rappeler, a eu beaucoup de mal à passer la pesée. Il a dû se déshydrater à mort et sur le ring, je pense que ça y a été très préjudiciable et ça se voit que il est rapidement à court. Alors, il a un petit peu de la chance, entre guillemets. À un moment, je crois qu'entre le 4e et le 5e, Duran lui-même, il baisse un petit peu de rythme parce que Duran s'était senti un peu vaseux, je crois, à un moment du 4e. Et il revient un petit peu Moore dans le combat, c'est pour ça que ça fait un beau combat quand même. Et puis après au 6e, à nouveau, Duran remet la machine en marche. Et mais dès les premiers rounds, tu vois qu'il est marqué. Il est déjà marqué à l'œil dès le premier round, Moore. Et ça va faire que s'accentuer. Tu entends sa femme et je crois sa mère qui effectivement hurle à côté du ring à partir du début du 7e et tu ne les entends plus. Mais tu vois sur les images, tu vois que tout autour du ring, au bout d'un moment, tout le monde est en train de crier, arrêtez-le. Ouais. Et oui, alors voilà. Pour revenir sur la fin, effectivement, c'est quand même aussi le nom d'un arbitre ce soir. Alors, l'arbitre, il y a le coin, ça on est d'accord. Le coin déjà n'aurait jamais dû le renvoyer, mais alors ce gars-là, Ernesto Magana, qui reste dans la légende pour ça, le 8e, t'as l'impression d'être dans un film de Rocky presque. Tu sais, chaque fois qu'il y a des coups courts, Moore, boum, boum, et tu te dis, mais il va l'arrêter. Et non. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on le voit pas bien à la caméra, mais le coin, Moore, jette une éponge par terre. Et alors ils disent, je sais pas comment il a fait pour pas l'avoir, ou alors il l'a vu, mais il a rien fait. Magana continue, et c'est un mec de top rank qui monte sur le ring pour dire, arrête. Et il y a, je crois que il y a un des mecs du coin du ring qui hurle à côté déjà, juste un peu avant que ça s'arrête, mais arrête-le. C'est de la folie, on reproche à des arbitres aujourd'hui d'arrêter trop tôt, mais alors ce gars-là, Ernesto Magana, d'ailleurs, je sais pas si on l'a revu après ça, mais je suis désolé. Non, mais c'est incroyable. Et dans la soirée, la soirée a vécu Collins Resto.
Oui, en juste plus. avant en plus. Ou, enfin, je veux dire, Ah ouais. enfin, effectivement, c'est la sauvagerie. C'est Mais l'humanité. Ouais. tout à fait. Pour en revenir, ben oui, sur Duran, là, effectivement, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. L'ambiance est folle. Et c'est assez emblématique En parlant par d'ambiance, rapport. Vincent, Ouais. parce que qui est le maître de cérémonie de cette soirée-là? C'est peut-être l'une de ses toutes premières soirées en carrière. Sugar Ray Leonard, Non, tu veux dire? Non, au contraire. c'est Michael Buffer Ah, qui c'est est. ah, C'est Michael qui Buffer. le Michael Buffer. speaker. Ah ouais. C'est le Ah, j'ai speaker. même pas fait attention. C'est Michael Buffer pour peut-être Et l'une de ses premières soirées. alors, est-ce qu'il a déjà son fameux Let's Get Ready to Non, Rumble? Pas encore, hein, je crois, non, ouais. non, Mais non. tu vois, j'avais même pas fait attention que c'était lui. Mais il Mais c'est vrai l'annonce. que Écoute, en termes d'annonce à la fin du combat où il marque le coup parce que c'est historique, il y a George Foreman 94, il y a Durant 83 chez oui. Michael Buffer. Ouais. Ah oui, non, mais c'est clair. Et c'est en fait, tu vois, par rapport au film qu'on évoquait tout à l'heure, Oui, Captain. Alors vas-y. bon, désolé, je vais peut-être un poil spoiler Anton s'il l'a pas vu. Ça finit du coup sur ce moment-là. Voilà. Ça Ils prouve choisissent. quand même. Mm. Choisissent cette fin, ça prouve à quel point c'est aussi emblématique. C'est un peu comme ils ont fini le film Ali et tous les films d'ailleurs qu'ils ont fait sur Ali au fameux Rumble in the Jungle à Kinshasa. C'est un peu ce même type de résurrection là ce soir. Mais Alors qu'on va voir, ça continue, c'est pas fini. voilà, oui, c'est ça. Ils choisissent là. Mais c'est vrai que ça a été dingue. Ça a été dingue. Comment dire, la sortie de ce combat pour les médias, pour le monde de la boxe. Alors, l'instant Sport Illustrated, boum, c'est ça. La semaine suivante, qu'est-ce que quand tu achètes Sport Illustrated, c'est ça, tu vois. Redemption for Roberto. Et enfin, la route n'a pas été simple, hein, mais enfin là, waouh, tu vois. Et c'est 3 ans plus tard, et Rising the Shame, la honte du Nomas, c'est incroyable. Mais je te dirais que la plus grande couverture, elle est là, je l'ai en tout petit, je vais vous le montrer à l'écran, vous allez le voir. Ah, Box News. Et regardez ce qu'ils disent. The legend lives on. On dit pas le champion, on dit pas la star, on dit la légende. On dit la légende. Voilà, on dit la légende. 25 000 $ il a pris pour ça. Mais il a tout gagné. Il a tout gagné. Il a tout. 25 000 $. Il n'a pas cherché à négocier tout. Il l'a pris. Il l'a pris. Il l'a gagné. Et donc, c'est la rédemption. Et donc, on reparle de Roberto Duran à la dimension qu'il était par le passé, enfin. Et c'est de nouveau la méga star. Et on va passer dans un méga fight, parce que maintenant on veut revoir Roberto Duran contre les grandes stars du moment. Top Rank a son combat tout trouvé, il l'avait promis, ils vont le délivrer. Vous savez de quoi je parle. Je vais mettre l'affiche que j'adore, c'est peut-être la plus belle affiche de boxe à mes yeux. Elle est magnifique, on a déjà parlé, Antoine. Dans notre discussion, Marvin Hagler, que vous pouvez retrouver dans la playlist qui est en lien à chaque fois. Ah ouais. Hagler contre Duran au César Palace. On va être en novembre 83. Donc, finalement, moins de 6 mois après la résurrection du Madison Square Garden. Et c'est un méga fight. Je crois, alors je sais plus pour qui, mais c'est 10 millions de $ la bourse. Je sais plus si c'est pour Hagler ou si pour. Alors, j'avais les bourses, je crois que c'était pas tant, Captain. Je crois que c'est 5 millions pour Hagler et Duran prend 1,5 million, il me semble. Ah, j'avais d'autres chiffres. Attends, je me suis trompé. C'est peut-être moi qui me suis trompé. C'est les chiffres BoxRec, ouais. C'est les chiffres BoxRec. Après, moi, j'avais 10 millions pour un et 6 millions pour l'autre. Je peux me tromper. Ouais, après, est-ce qu'il y avait des parts aussi sur les recettes? C'était la bourse garantie pour les deux. Et par rapport aux recettes, c'est possible qu'ils aient pris beaucoup plus. Hein. Voilà, bref. Des bourses de légende. Là, c'est retour. Et c'est retour pour Roberto, des bourses de légende. Parce que tout le chemin qu'on vous a expliqué, c'était pas le cas. Et là, c'est une résurrection aussi financière folle. Et puis, finalement, c'est un combat qui va être ultra attendu. La preuve, le point Sport Illustrated, c'est ça.
la semaine avant, les gens sont dingues. Tu vois, c'est ça. C'est ça qu'on va voir. Elle est super. Elle est super. Et puis, il y a, avec les deux personnages en place, il y a une fantasmagorie qui se développe comme rarement. Tu vois, c'est vraiment, c'est un truc de bonhomme, quoi. Tu vois, c'est presque deux super-héros de la brutalité, quoi. Ouais, c'est de terreur, hein. C'est de terreur. Et c'est comme ça qu'on le vend, quoi. Tu vois, et le combat va être autre, mais c'est certainement le combat qu'on ne prévoyait pas. C'est un autre combat qui se fait, mais je continue à dire, c'est un très, très, très grand combat de boxe. Et c'est une grande performance des deux et de Roberto Duran qui perd finalement de peu. Beaucoup disent que tout se joue sur les 2 derniers rounds. Êtes-vous d'accord avec ça? Mais je te dirais que on mettait un match nul ce soir-là, y avait-il scandale? Je ne sais plus. Moi, honnêtement, je ne sais plus maintenant. Alors c'est pour ça que je vous demande, les amis. Écoute, alors pour déjà revenir sur le combat lui-même, en fait, ce qu'il faut rappeler, ce qui est assez fou, c'est que le mec vient de faire un exploit et il veut encore renchérir et dire je monte pour tenter de devenir le premier boxeur champion dans 4 catégories. Face à Hagler, qu'on rappelle Hagler poids moyen, qui règne depuis des années, dont la dernière défaite remonte à 76, dont les 8 derniers adversaires ont été KO. Donc quand on parle d'un Roberto Duran qui vient chez les légers face à Hagler, on dit c'est de la folie. Comment vous voulez qu'il puisse encaisser ce monstre physique qui est Hagler? Il pourra jamais tenir ce choc physique, c'est impossible. Et le pire, c'est que Duran va les tenir pendant 15 rounds et ça va être 15 rounds pendant lequel il va y amener le combat dans la gueule. C'est-à-dire que c'est pas, sans vouloir manquer de respect à Mickey Garcia, mais c'est pas Mickey Garcia face à Errol Spence qui vient pour faire ses 12 rounds. Duran, il y va pour chercher la castagne et il les tient. Et le pire, c'est que Hagler. Mais c'est de la castagne de. Vincent, c'est de la castagne de. Enfin, c'est la grande boxe. Enfin, je veux dire, c'est. Oui, non, mais tu m'as compris. Oui, bien sûr, voilà. bien sûr. Voilà, non, bien sûr. Mais c'est incroyable. Alors, ce qui est fou, voilà, c'est que Duran, alors 2 fois il le fait au 10e et au 15e round, tu sais, qu'il se tient à la fin droit comme ça, l'air de dire ouais, tu me fais pas mal, tu me fais rien. C'est qu'il finit, il est pas marqué, alors que c'est Hagler qui est marqué à la fin qui saigne. C'est incroyable comment il va encaisser, absorber la puissance d'Hagler. Pour ma part, quand même, alors pour revenir sur la décision, moi justement, je suis pas d'accord. Je trouve que les juges ont été vraiment très cléments avec Duran parce que pour moi, c'est quand même Hagler prend beaucoup trop d'armes, il envoie beaucoup trop de coups. Et il récupère tellement de rounds dans le combat. C'est vraiment à partir du 10e où je trouve que ça commence à piquer et que tu vois que Hagler, même lui, et ça c'est fou, c'est Hagler qui recule au 11e, il laisse passer le 11e, Hagler en bougeant pour récupérer. Et il y a un symbole qui est assez marrant et qui te montre ça dans ces dernières années, c'est que ce gars-là, je sais pas si c'est le même gars, mais il avait commencé à apparaître, à se faire entendre contre des murs. Tu sais, t'as un mec avec une trompette là qui fait tout, et que t'as tout le monde qui fait olé derrière Duran. Et ce gars-là, tu ne l'entends pas de tout le combat. Et à la fin, dans les rounds de championnat, quand Duran commence à vraiment à faire très mal à Hagler et tout, à nouveau, tu entends le tout, et tous les mecs olé. Et bon, mais après, vous en avez parlé, dans les 2 derniers rounds, ça va se jouer. Pour moi, quand même, honnêtement, en l'ayant vu plusieurs fois ce combat, j'ai toujours du mal avec le fait de savoir que 2 juges avaient vraiment Duran en avance au 13e, parce que pour moi, franchement, je trouve que Hagler a énormément de rounds d'avance, parce que malgré ce que fait Duran, qui est exceptionnel, il y a trop de volume de coups de la part d'Hagler, il y a trop de coups qui passent, de combinaisons qui passent. C'est clairement ça, en schématisant jusqu'au 13e, mais c'est vraiment volume contre précision. C'est vrai, mais et ça dépend sur quel principe tu juges, mais si tu juges aussi à la précision, le ratio lancé coup porté, Duran fait une très grosse prestation. Mais c'est vrai que c'est 2 logiques qui se. Ah oui.
Ce qui est fou quand même aussi, c'est la fin. La fin du combat avec qui continue Duran à chambrer. L'interview, alors autant Hagler donne du respect à Duran en disant beaucoup de gens sont surpris que je l'ai pas mis KO, mais c'est Duran et il dit j'ai rapidement compris que j'aurais du mal à le mettre KO, donc je suis parti sur une autre physionomie de combat. Et Duran, bah, qui est lui égal à lui-même, il dit non mais on dit que c'est un destructeur, moi il m'a jamais fait mal, il m'a jamais blessé, il a fui comme un lâche à la fin, non non vraiment. Ah, moi, c'est Roberto que j'aime. Tu sais, Ah, la c'est mauvaise le foi, personnage, ouais, voilà. c'est ça. Ouais. C'est ça. Et toi, Antoine, ce combat de ouf. Mais, enfin, je sais pas, moi, je te dis, on te parle de ça, on te lâche plus, quoi. Hein, C'est un peu un mal-aimé. C'est tout pour toi, quoi. Dans les combats entre les Four Kings, c'est un peu un mal-aimé, ce combat-là. C'est pas celui qui va venir intuitivement en tête par rapport à Hagler-Hearns, par rapport au combat entre Léonard et Duran. Enfin, il passe un peu au second plan et c'est dommage parce que vous l'avez dit tous les deux, c'est un combat pour fans de boxe. C'est un vrai combat pour fans de boxe. À partir du moment où les deux boxeurs vont pas vraiment réussir à se faire mal, c'est un combat de qui va gagner les rounds, qui va les chercher. Et vous avez résumé le truc, c'est-à-dire que y a plus d'activité côté Hagler, et il faudra vraiment qu'ils mettent beaucoup de volume dans les 2 derniers rounds pour les prendre, et sans doute plus de précision et de timing côté Duran. Et donc il y a plusieurs façons de scorer le combat. Moi, je pense qu'un nul, le combat, je le donne à Hagler, mais je le donne à Hagler comme les juges, c'est-à-dire pas grand-chose. Donc un nul ne m'aurait pas outré, entre guillemets. Ce qui est très impressionnant, en fait, très tôt dans le combat, c'est la manière dont les rôles s'inversent par rapport à ce qu'on avait prévu sur le papier. Tout le monde a dit, lors de la préparation, lors du build-up, tout le monde a dit, en gros, la chance de Duran, c'est de faire du Duran, c'est-à-dire de le prendre de près. Inversement, la chance d'Hagler, qui était un boxeur qui savait très bien se déplacer et boxer à mi-distance et à distance, c'est de garder sa distance de poids moyen. On s'aperçoit, le moment venu, que d'une part, Hagler n'est pas beaucoup plus gros que Duran, vraiment pas. Physiquement, quand vous observez les physionomies des deux gars, vous vous rendez compte que Hagler n'était pas un très gros poids moyen, contrairement à ce que sera Iron Barclay quelques années plus tard contre Duran. Visuellement, le contraste n'est pas gigantesque entre les deux. Et par ailleurs, les rôles s'inversent parce qu'au fond, quand ça reste à mi-distance et à distance, Duran comprend très vite le timing d'Hagler et il contre son jab de gaucher en envoyant sa droite relativement tôt dans le combat. Il le contre extrêmement bien. Et inversement, Hagler, pour marquer des points, est obligé de s'approcher et de distribuer de près dans ce qui est censé être la zone de confort de Duran. Donc le combat se fait à front renversé, c'est assez étonnant. Ouais. Et on voit quand même que Duran, vous l'avez rappelé, hein, alors il souffle un peu vers le 10e, mais au 11e, au 12e, et ensuite dans la deuxième moitié du 13e, c'est lui qui a plus de jus qu'Hagler. Ce qui est quand même assez étonnant vu l'athlète qu'était Hagler. N'oublions pas qu'il est à son apogée à ce moment-là, Marvin. Il est à son pur apogée. Vous l'avez rappelé, il a pris son titre. Il a 6 défenses de titre victorieuses par KO. Le type est personne ne veut l'affronter. Il faut la folie de Duran pour être le premier, la première star à aller l'affronter. Mais objectivement, remettons-nous dans le contexte de l'époque. Moi, sur le papier, je me dis que Hagler va en faire du petit bois. Et en fait, Hagler ne lui fait pas mal. C'est d'autant plus étonnant que on verra après Duran contre Hearns, Duran contre Mugabi. On verra un Marvin qui est capable de faire très mal à des boxeurs, costauds physiquement. Mais ce soir-là, ça se joue à l'escrime de points. C'est très impressionnant, pugilistiquement parlant, et objectivement, c'est un régal. Un combat mal aimé, voilà. Le vrai puriste, il va vous parler de ce combat-là, alors que tout le monde saura le retournement de situation dramatique entre Léonard et Hearns au début. Tout le monde connaîtra le Nomas, tout le monde connaîtra évidemment Hagler-Hearns. Ce combat-là est un combat de fans, de vrais fans. Et objectivement, c'est un des combats les plus impressionnants de la carrière de Duran, pour être clair. Bah oui. Voilà, des belles victoires, il en a plein. Mais pour moi, faire ce combat-là contre le Hagler de 1983, c'est plus impressionnant que de foutre en l'air d'Ave mort. Voilà. Exactement. Et j'ai envie de dire qu'en fait, il perd le combat, mais au final, c'est lui qui en ressort le plus vainqueur. Il a la victoire morale. Il a la victoire morale. Et c'est exactement, Vincent et Antoine, vous touchez exactement à l'esprit de l'époque, à la sortie de ce combat, où en fait, ça n'apporte pas tant que ça à Marvin, tu sais, en termes d'aura et tout, mais ça apporte beaucoup à Duran, puisque Duran était le mec des petites catégories qui vient défier le monstre, et que ça s'est passé comme ça. Ça, c'est la couverture de Sport Illustrated qui fera vraiment un journal complet là-dessus, et
la dernière couverture où apparaît Roberto Duran. Voilà, il y aura d'autres articles sur Roberto Duran qui arrivent en 84 et en 89 aussi, et 90. Voilà, et c'est ça. Et en fait, là, c'est tellement une légende que rares sont les légendes où les accumulations de défaites, finalement, ne contribuent pas à la mort symbolique, voire à l'enterrement d'une carrière. C'est pas du tout le cas pour ça, puisque il en ressort véritablement, Duran en ressort véritablement grandi et quelque chose qui va aider avec cette soirée, c'est la staritude 80s de Roberto Duran, puisque vraiment, avec ce qui s'est passé au Madison Square Garden, avec ce qui se passe au Caesars Palace, il assoit aussi son nom comme étant un nom qui est si très présent pour les années 80. Alors que n'oubliez pas que Roberto Duran, c'est les années 70, normalement. Et là, il assoit ça, la carrière va continuer, va prendre encore un chemin. Mais ça, ce sera peut-être l'histoire d'une autre discussion, les amis, si ça vous intéresse. Ces années 80 post-Marvin Hagler de Roberto Duran, qui sont encore une fois incroyables. On est encore dans un autre chapitre avec des chaos, avec des souffrances, avec des résurrections encore. Et ça, voilà. Mais la route de la rédemption dont vous parle Roberto Duran, bah c'est ça. C'est une route qui commence à la fin 80, qui prendra des années compliquées, 81, 82 et 83. Et en cela, c'est un chapitre fou de boxe. C'est un chapitre fou et qui sort de tous les sentiers battus, de tous les de tous les clivages, les idéaux préconçus qu'on peut avoir sur la boxe. Ce chemin-là, ces 3 années-là, sortent des sentiers battus. Qu'est-ce que vous en pensez de ces 3 années-là, Antoine et Vincent, comme conclusion? Moi, j'ai l'impression que Roberto Duran est un boxeur auquel les fans adorent pardonner les choses. Au fond, oui. C'est ce que disent les détracteurs qu'il a aujourd'hui. Quand vous regardez les discussions en ligne, etc., tout le monde dit, mais putain, Duran, on lui a tout passé à ce mec-là, quoi. C'est bon, ça va, le mec, il a pas mal de défaites, il a, etc., etc. Comment vous en faites le plus grand de l'histoire? Bon. Et en particulier, quand vous avez les fans contemporains d'un Floyd Mayweather qui sont très analytiques, ah oui, il y a le zéro, ah oui, etc., etc. Bon, la vérité, c'est qu'effectivement, bon, je le dis souvent à la fin des discussions Hall of Fame, mais il n'y aura jamais de Roberto Duran, il n'y aura jamais des gars qui descendront aussi bas et qui remonteront aussi haut. Ça n'existe pas, ça, en boxe, objectivement. Et donc, moi qui ai tendance de temps en temps, rappelle-toi, Captain, le soir de ton top 10, je vous avais un petit tillet avec Nico, j'avais fait l'avocat, j'avais fait le procureur, etc., pour aller chercher des poids Duran. Il m'agace un peu aussi avec sa grande bouche, avec tout ce qu'on lui a pardonné. Mais qu'est-ce que vous voulez? Enfin bon, quand vous regardez quand vous revenez dans le détail du truc et que vous prenez le creux de post 80 puis la remontée 83, bon, c'est voilà. Moi, j'ai envie d'accabler Duran, j'ai envie de faire chier tous les gens qui le déifient, tous les gens qui le mettent sur un piédestal. J'y arrive pas, quoi. J'y arrive pas. Ce qu'il a fait, c'est trop fort, c'est trop excessif, c'est trop n'importe quoi. Voilà, donc je fais partie de ces adversaires vaincus, c'est-à-dire que voilà, je dois accepter. Tout à fait. Et Vincent, d'autant plus pour ta conclusion, cette émission nous aura permis aussi de mettre en lumière ce que le film ne dit pas, ce que le film passe sous silence, n'a pas le temps de se pencher dessus. Il y a tellement, voilà, et parce que le sujet est trop gros. Je te dirais, Duran, c'est trop gros pour un film. C'est trop gros pour un film. Peut-être trop gros pour 2 films. Peut-être 3. Mais voilà, une saga, c'est ce que je pensais à l'époque. Et justement, ça permet de remettre en lumière tout ce qu'on ne vous dit pas et que vous ne saurez pas, même si vous regardez ce film. C'est quoi ta conclusion, Vincent, sur cette Redemption Road? C'est ça, c'est qu'en fait, c'est peut-être cette période qui m'a fait vraiment comprendre ce qu'était Duran, parce que moi, Duran, ça a été un boxeur que forcément, quand tu t'intéresses à la boxe, tu arrives vite sur le nom de Roberto Duran, et que je regardais pendant des années, mais c'est toujours pareil, un peu comme on en a parlé pour Arguello, tu vois les moments forts de carrière, et je disais,
Pourquoi ce mec est toujours dans le top 5 mondial avec les défaites qu'il s'est mangées contre Léonard, contre Hearn. Et c'est après, quand tu analyses toute la carrière et que tu comprends aussi qu'au-delà, et Antoine l'a très bien expliqué, au-delà peut-être des calculs analytiques qu'on fait aujourd'hui sur t'as le 0 de Mayweather, tu dis d'accord, le mec il a des défaites. Mais qui a pris autant de risques en carrière que Roberto Duran? Il en a tellement fait que même si tu analyses ça de façon objective, tu peux dire même des fois, mais c'était stupide. C'était presque stupide certains risques qu'il a pris où tu savais que tu ne pourrais jamais. Mais le mec était le vrai guerrier. Il y allait. Il a jamais refusé un combat. C'est ça qui est fou et c'est ce qui fait sa légende. Et d'ailleurs, tu vois quelque part, pour revenir sur ce qu'a dit Antoine, Floyd Mayweather, qu'elle avait été invité une fois à une émission au Mexique, on lui demandait de faire son top 5 des meilleurs boxeurs. Alors, évidemment, lui s'est mis en premier. Voilà. Mais la vraie position, Voilà. c'est 2, et c'est Roberto Duran. Voilà. Et 3, c'est Pernell Whitaker. Voilà. Et Duran, quand on lui demande, on lui dit, il dit tout simplement, he's a legend. He's a legend. Et c'est une légende. Et Roberto Duran, tout son parcours fait qu'il est une légende. C'est, comme on l'a dit, il est mort 10 fois, il est revenu sans arrêt, c'est le méchant qui revient sans arrêt, c'est un peu comme le colonel Ulrich dans Blake et Mortimer, à chaque fois que tu crois qu'il est mort, le mec, il revient, il est toujours là, Duran, c'est incroyable. Et oui, c'était un peu comme l'a dit Antoine, ce grande gueule, ce méchant. Joe Frazier, on rappelle, l'avait comparé à Charles Manson par rapport à son faciès et le fait qu'il jetait des malédictions à ses adversaires. Mais c'est vrai que, comme tu l'as dit, Captain, c'est le Duran aussi qu'on aime parce que c'est ce qui fait le personnage. Dans sa mauvaise foi et tout, eh ben je sais pas, on l'adore. Moi, tu sais, il y a un moment de Duran que je retiens toujours et je crois qu'un jour il faudra que j'en fasse un mème de ce moment, un meme sur internet parce que tu sais, après sa première victoire sur Léonard, où il est en interview après le combat, il est assis, il y a un mec qui lui demande et qui lui dit est-ce que ça a été Léonard le plus grand adversaire de votre carrière? Et Duran il fait si, puis alors le mec il fait c'est hors de dire oui, c'est ça. Ok, bon, alors que bon, je veux dire, et tu sais, j'adore ce moment-là, quoi. Il y a vraiment, tu sais, rien qu'avec la bouche. Ouais, si tu veux, oui. Et c'est ça, Duran, voilà, ben, voilà, c'est le macho man un peu, et voilà. Et c'est toute une image, c'est toute une icône, c'est tout un personnage au-delà de tout ça, quoi. Et on n'en a pas fini avec Roberto Duran. C'était notre émission Redemption Road, la route de la rédemption de Roberto Duran. J'espère que vous avez énormément apprécié. Et puis, quand on fait une émission comme ça, et je vous remercie encore Antoine et Vincent d'avoir été avec moi, quel plaisir ça a été. Ça donne envie, je sais pas pour vous, mais ça donne envie de continuer. Et puis, pourquoi pas s'en faire une qui va jusqu'à 1989? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes partants, les amis? Encore des choses à dire. On est toujours partants, hein. Ah, on est toujours partants. Vous avez entendu. La bonne nouvelle de la journée, c'est que ça arrivera bientôt sur la chaîne. Merci énormément. 130livres.com. Antoine, allez visiter son blog. Vincent l'historien, toujours là. Merci à toi. Et merci à vous de nous avoir écoutés. Et à très vite, très prochainement. Merci.